Le président Tolam participe à la conférence pour passer en revue le travail du ministère de la Sécurité publique au cours des 6 premiers mois de 2024. Au premier semestre, les investissements directs étrangers réalisés ont atteint leur niveau le plus élevé au cours des 5 dernières années. Da Nang est la troisième ville du Vietnam à être nommée par le guide Michelin, ce qui contribuera à promouvoir la cuisine vietnamienne dans le monde. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Le président Tolam a participé ce lundi 8 juillet à la conférence pour passer en revue le travail du ministère de la Sécurité publique au cours des 6 premiers mois de 2024. Dans son discours d'ouverture, le ministère de la Sécurité publique Lương Tam Quang a transmis les salutations du secrétaire général du PCV Nguyễn Phú Trọng à la conférence, disant qu'il apprécie hautement les récentes réalisations des forces de sécurité publique car elles ont contribué à créer la confiance entre le parti, l'État et le peuple. Le président Tolam a souligné un certain nombre d'objectifs qui doivent être mis en œuvre dans les temps à venir, notamment la mise en œuvre du projet numéro 6 pour contribuer à la transformation numérique nationale et à la réforme administrative. À cette occasion, au nom des dirigeants du parti de l'État, le président Tolam a décerné des médailles à 16 groupes et individus pour leurs réalisations remarquables en matière de préservation de la sécurité politique et de la protection de la patrie. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé aujourd'hui, 8 juillet, à Hanoï, la première réunion du comité de pilotage de l'examen et du traitement des questions dans le système des documents juridiques. Prenant la parole de la réunion, le chef du gouvernement a identifié les objectifs du dit comité qui est d'élever la conscience et le sens des responsabilités des cadres et membres du parti, d'améliorer le climat des affaires et de promouvoir la réforme administrative, l'édification d'un État de droit socialiste. Le Premier ministre a également souligné les fondements politiques, juridiques et pratiques de l'initiative visant à favoriser l'innovation et le dynamisme de la gouvernance. Les principales priorités comprennent la décentralisation, la simplification administrative et le renforcement de la mobilisation des ressources. À la suite de l'examen, il a proposé d'accélérer la présentation d'un ensemble d'amendements législatifs à l'Assemblée nationale alignés sur les objectifs fixés dans la résolution du 13e Congrès national du parti. Lors de la 20e session du Conseil populaire de la province de Thanh Hóa du 18e mandat, le président de l'Assemblée nationale Trần Thanh Bẫn a hautement apprécié le taux de croissance économique de cette localité au cours des 6 premiers mois de l'année, le taux de décaissement des capitaux d'investissement public à Thanh Hóa étant le plus élevé du pays. Le plus haut législateur a reconnu l'innovation et la créativité des activités du Conseil populaire. Le président de l'Assemblée nationale a noté que Thanh Hóa devrait éliminer rapidement les difficultés et les obstacles lors de la mise en œuvre de la résolution numéro 37 de l'Assemblée nationale sur l'expérimentation de certains mécanismes et politiques spécifiques pour son développement et déployer efficacement 10 lois depuis le 1er juillet. Le même jour, le président de l'Assemblée nationale a effectué un déplacement dans la province de Nghệ An au centre où il a rendu hommage au président Ho Chi Minh au vestige historique national spécial de Kim Liên situé dans le district de Nam Dan. Il a ensuite rendu visite à des familles ayant servi la nation dans le district d'Ang Son et a participé à une cérémonie de remise de fonds pour la construction de 20 maisons destinées aux familles méritantes. Et passons tout de suite aux informations économiques. Selon le ministère du Plan et de l'Investissement, les résultats de la croissance du PIB au premier semestre a été très positif. Cela laisse espérer que la croissance pour l'ensemble de l'année sera meilleure. L'investissement direct étranger a été un moteur important.
Les investissements directs étrangers réalisés sont estimés à 10,84 milliards de dollars, soit une hausse de 8,2% par rapport à la même période de l'année dernière. Il s'agit d'un montant le plus élevé de capitaux IDE réalisés au cours des 5 dernières années, ce qui montre que les investisseurs ont confiance dans l'environnement des affaires au Vietnam. Cette entreprise coréenne est spécialisée dans la fabrication et l'exportation d'appareils photo pour smartphones. Avant, les lignes de production étaient réparties en République de Corée, en Chine et au Vietnam. Mais depuis le début de l'année, elle a concentré toutes ses ressources sur la construction de lignes de production au Vietnam. Le gouvernement vietnamien soutient et applique toujours des politiques visant à améliorer l'environnement de l'investissement des entreprises. La main-d'œuvre vietnamienne est très jeune et possède de bonnes compétences. Depuis le début de l'année, les entreprises coréennes ont réduit leurs investissements à l'étranger, mais ont néanmoins augmenté leurs investissements au Vietnam. La République de Corée est en tête du nombre d'ajustements visant à accroître les capitaux d'investissement au Vietnam. Le Premier ministre a également souligné et affirmé à plusieurs reprises le soutien et la résolution des difficultés des investisseurs coréens au Vietnam. De nombreux investisseurs coréens vont augmenter leurs investissements au Vietnam dans un avenir proche. La République de Corée, Singapour, le Japon et la Chine sont les principaux pays investisseurs au Vietnam depuis le début de l'année. Ce sont tous des partenaires traditionnels du Vietnam en Asie. Ces pays sont tous géographiquement proches, culturellement similaires, et les investissements se concentrent sur les provinces et les villes présentant de nombreux avantages au Vietnam, avec de grands projets dans les domaines des semi-conducteurs, de l'énergie et des produits électroniques. Les entreprises japonaises investissent activement au Vietnam. Actuellement, nos nouvelles usines sont en construction dans les provinces de Quang Ninh et de Bac Ninh. Au cours du premier semestre de cette année, les exportations des entreprises à capitaux étrangers au Vietnam ont continué d'augmenter. Les entreprises ont enregistré un excédent commercial de près de 23 milliards de dollars, compensant le déficit commercial de plus de 13 milliards de dollars des entreprises nationales. Il s'agit d'une base pour aider la balance commerciale du pays à atteindre un excédent de près de 8,5 milliards de dollars au cours des 6 premiers mois de l'année. Avant la 4e vague d'IDE, construire un nid pour accueillir les aigles devient une tâche urgente, notamment dans le contexte où les investisseurs imposent les normes de qualité plus écologiques. En réponse, le secteur immobilier industriel vietnamien évolue en développant des parcs industriels verts. Cette transformation constituera la base pour attirer les investissements étrangers à l'avenir. Outre le système d'énergie solaire de 2,15 MW crête couvrant 20 000 m² de toit, l'investisseur de Sapa Industriel a également installé une éolienne. Cette turbine d'une capacité de 2,3 MW est entrée en service fin 2021. Nous essayons également de recycler les eaux usées pour les utiliser dans les processus industriels. Nous avons mis en marche une éolienne à l'intérieur de notre zone industrielle qui alimentera ensuite notre propre réseau en électricité. L'année dernière, nous sommes devenus le premier développeur de zones industrielles au Vietnam à soumettre au gouvernement un rapport ESG intégré conforme aux normes et aux paramètres prescrits par l'Union européenne. Les parcs qui peuvent s'avérer être des parcs éco-industriels ont un avantage comparatif sur le marché. Cela signifie qu'ils font un effort supplémentaire pour devenir plus inclusifs sur le plan environnemental, plus respectueux sur le plan social et plus efficaces dans leur gestion. Selon le rapport du ministère du Plan et de l'Investissement résumant 30 années de développement de parcs industriels et de zones économiques, d'ici 2030, environ 40 à 50% des localités du pays s'efforceront de convertir les parcs industriels existants en modèle écologique. Environ 2% des parcs industriels mettent en œuvre des mesures pour devenir verts ou écologiques. Mais nous nous attendons fortement à ce que ce chiffre augmente au cours des 12 prochains mois. Certains grands noms, tels que V6, ont annoncé qu'ils développeraient un certain nombre de propriétés intellectuelles vertes,
intelligente et durable au Vietnam au cours des 3 prochaines années, la première venant du Sud. Les parcs industriels durables renforcent la compétitivité du secteur manufacturier vietnamien. Les entreprises opérant dans ces parcs adoptent des technologies de production plus propres et économes en ressources. Cela se traduit par moins de déchets et une plus grande efficacité opérationnelle. Cela conduit à des économies de coûts. Les attentes des investisseurs sont de plus en plus exigeantes et le pays de la région offre des opportunités d'investissement attractives. En conséquence, le développement durable des parcs industriels est considéré comme essentiel pour créer des avantages compétitifs, ce qui permettra au Vietnam d'attirer la 4e vague d'idées tout en assurant son équilibre écologique. Selon l'Association vietnamienne des fruits et légumes, le chiffre d'affaires des exportations vietnamiennes de durian pourrait atteindre 3,5 milliards de dollars cette année, soit une hausse de 55% par rapport à l'année dernière, ce qui sera un niveau record. Au premier semestre de cette année, les exportations de durian ont atteint 1,5 milliard de dollars, représentant près de la moitié du chiffre d'affaires total des exportations de fruits et légumes. Actuellement, les autorités vietnamiennes et chinoises ont achevé les négociations techniques pour signer un protocole sur l'exportation de durian congelé vers la Chine. Si la Chine accepte d'importer officiellement de durian congelé, la valeur des exportations de durian augmentera fortement dans un avenir proche. Les litchis frais vietnamiens sont l'un des produits agricoles les plus populaires sur de nombreux marchés à travers le monde. Cependant, en raison des technologies de conservation ainsi que des difficultés de transport, il n'est pas facile de respecter les normes d'exportation vers des marchés exigeants tels que l'UE, les États-Unis, le Japon. Afin de contribuer à réduire la pression pour les agriculteurs et améliorer la valeur des litchis, de nombreuses localités et entreprises se concentrent sur la promotion d'une transformation en profondeur et la diversification des produits à base de litchi. Chaque année, cette entreprise achète plus de 3000 tonnes de litchis. Parmi eux, seulement moins de 10% des litchis frais sont destinés à l'exportation. Les litchis restants seront classés pour la mise en conserve, la congélation, le séchage et le jus. L'entreprise a également investi plus d'1 million de dollars dans des équipements technologiques de transformation des produits surgelés pour prolonger la durée de conservation et conserver jusqu'à 85% de la fraîcheur et de la saveur des litchis après décongélation. Ce fruit répond aux normes d'exportation. Quant aux fruits concassés, mais toujours délicieux et propres à l'intérieur, nous les sécherons et en ferons du sirop. Les litchis transformés ne nécessitent pas d'apparence tant que le litchi n'est pas pourri. Les importateurs ont des exigences très élevées en termes de résidus de pesticides, de couleur et de taux de sucre. Les produits surgelés peuvent être conservés et vendus toute l'année. Actuellement, outre les litchis frais, des marchés tels que l'Union européenne, les États-Unis et le Japon sont également désireux d'importer des produits plus diversifiés à base de litchis. Cependant, très peu d'entreprises disposent d'un potentiel suffisant pour investir dans des machines et des technologies de conservation et de transformation en profondeur. Grâce à la transformation, la valeur des litchis est augmentée et les producteurs de litchis ont des revenus plus élevés. La demande du marché est énorme, ce qui nécessite davantage d'investissements afin que nous puissions disposer de produits transformés répondant aux besoins des marchés. Avec la plus grande zone de culture de litchi du pays, la production annuelle de litchi dans le district de Luc Ngat, province de Bắc Giang, atteint environ 150 000 tonnes. Dans les temps à venir, cette localité continuera à promouvoir l'application des avancées scientifiques dans la production et la transformation en profondeur pour réduire les coûts et améliorer la qualité et la valeur des litchis. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam.
Conformément au programme d'été 2024, 63 transporteurs étrangers et 4 transporteurs vietnamiens ont entièrement rétabli leur liaison internationale au niveau d'avant la pandémie. De plus, ils s'efforcent de se développer sur de nouveaux marchés en Asie centrale, en Inde et en Australie. Le marché de l'aviation internationale s'est complètement rétabli et a légèrement dépassé le niveau d'avant la COVID-19. Jusqu'à présent, le marché a augmenté de 3% par rapport à 2019. Les compagnies aériennes vietnamiennes détiennent une part de marché de 44% dans le trafic international de passagers, avec un taux moyen d'utilisation des sièges de plus de 77%. La République de Corée, avec 5,3 millions de passagers, reste le marché le plus important du Vietnam au premier semestre, suivi par la Chine avec 2,5 millions de passagers. Après Hanoï et Ho Chi Minh Ville, Da Nang est la troisième ville du Vietnam à être nommée par le guide Michelin. Recevoir une étoile Michelin par excellence de la qualité et du service, c'est comme remporter un Oscar dans le monde culinaire. Ce succès va certainement faire connaître la cuisine vietnamienne au monde et inciter les touristes à visiter le pays. Le guide Michelin Vietnam 2024 a récompensé 10 établissements de Hanoï, 26 établissements de Ho Chi Minh Ville et 36 noms de Da Nang. Le restaurant Nén Da Nang est devenu le premier et le seul restaurant au Vietnam à recevoir une étoile verte Michelin pour son engagement en faveur d'une cuisine durable. Avec 2 restaurants à Ho Chi Minh Ville, le restaurant La Maison 1988 à Da Nang a reçu cette année une étoile Michelin. C'est le premier restaurant au Vietnam à coopérer avec le chef 3 étoiles Michelin, Pierre Granière. Je suis ravi et plus que surpris, car je n'aurais jamais pensé recevoir un tel honneur. Être honoré par le guide Michelin a mis en valeur le charme de Da Nang, non seulement en tant que paradis culinaire, mais aussi en tant que destination touristique dynamique. Nous souhaitons proposer de nouveaux produits touristiques, notamment liés à la gastronomie. Créé en France à la fin des années 1800, le guide Michelin est considéré comme l'Oscar de l'industrie culinaire. Apporter ce prix prestigieux au Vietnam est l'effort du Sun Group au cours des 2 dernières années pour contribuer à élever la marque de la cuisine vietnamienne dans le monde. La cuisine est un facteur important pour attirer les touristes à visiter un pays. C'est pourquoi nous avons construit une stratégie visant à valoriser la cuisine vietnamienne afin de fidéliser les touristes au Vietnam. La présence du Vietnam dans le guide Michelin témoigne de notre attrait et constitue une occasion de promouvoir notre tourisme, en particulier notre tourisme culinaire, dans le monde entier. Le fait d'être dans la liste du guide Michelin Vietnam 2024 n'est pas seulement une chance et une fierté pour chaque établissement culinaire, mais aussi l'honneur de destination telles que Hanoï, Ho Chi Minh Ville et Da Nang. Encore une fois, le Vietnam affirme sa position de destination culinaire attractive de classe mondiale. Avec plus de 1300 villages d'artisans et villages professionnels, Hanoï représente près de 60% du nombre total de villages d'artisanat du pays. Cependant, la plupart d'entre eux fonctionnent avec une technologie obsolète. En particulier, le manque de travailleurs jeunes et qualifiés a pour effet que les villages d'artisans de Hanoï prennent du retard et sont moins compétitifs. Face à cette situation, Hanoï mobilise ses efforts pour lever les difficultés et promouvoir la production et le commerce des entreprises et des coopératives artisanales. Phu Vinh est un village artisanal de bambou et de rotin qui existe depuis longtemps à Hanoï. Chaque mois, il réalise un chiffre d'affaires à l'exportation de 12 milliards de dong. Mais ces dernières années, ce chiffre a fortement diminué. L'une des principales raisons est la pénurie de jeunes main-d'œuvre qualifiés. Pendant assez longtemps, nous n'avons eu aucune commande. De nombreux jeunes ont donc choisi un autre métier. Nous devons former de toute urgence de nouvelles ressources humaines, ce qui entraîne une diminution de la qualité des produits.
Le manque de jeunes travailleurs constitue un problème pour de nombreux autres villages artisanaux de Hanoï. Pendant ce temps, la jeune main-d'œuvre est plus réceptive aux nouvelles technologies pour moderniser la production et promouvoir les produits. De nombreuses installations de production appliquent toujours des technologies obsolètes. Les villages artisanaux appliquant le numérique sont peu nombreux. Nous espérons donc que les autorités nous aideront à promouvoir une industrie moderne afin d'améliorer notre compétitivité. Bien que la valeur de la production atteigne plus de 24 000 milliards de dong par an, la plupart des villages artisanaux sont encore à petite échelle et fragmentés. Par conséquent, les mécanismes spécifiques visant à préserver et à développer les villages artisanaux proposés dans la loi sur la capitale récemment adoptée par l'Assemblée nationale inciteront les villages artisanaux à se développer. La mise en œuvre de la loi sur le capital aidera les entreprises à perfectionner leur processus de production afin d'améliorer la qualité de leurs produits, d'accroître leur compétitivité et d'élargir leur marché. Les politiques d'accès à la terre, au capital et à la formation des ressources humaines seront encouragées. Notre objectif est de créer une zone de développement commercial pour investir dans le développement touristique et culturel et promouvoir les activités commerciales, en préservant l'artisanat traditionnel. La préservation des villages artisanaux associés au développement des services touristiques et commerciaux est la nouvelle orientation de la ville de Hanoï. Cela créera des espaces de promouvoir les produits, attirant les touristes nationaux et étrangers. Explorer les récifs coralliens et la vie des tortues marines plongées à des dizaines de mètres de profondeur au large des côtes indonésiennes pour explorer une épave de bateau, capturer les apparitions des baleines à bosse dans l'océan Indien ou plus récemment parcourir les terres glacées de l'Atlantique. Ce sont les voyages et expériences impressionnants de Thiện Nguyễn, l'un des jeunes photographes les plus connus du Vietnam. Pour lui, l'art de la photographie océanique n'est pas seulement un moyen de s'immerger dans la nature, mais aussi d'exprimer son amour pour la mer et de diffuser ses messages significatifs sur la protection de l'environnement. Nous le rencontrons sans plus tarder. Ces belles et majestueuses images de l'Antarctique ont été prises par Thiện Nguyễn, un jeune photographe vietnamien. Thiện Nguyễn n'est pas un nom étrange pour les amateurs de photographie, en particulier dans le genre de la photographie océanique. Ingénieur, il est passé à l'art de la photographie en raison de sa passion pour l'exploration des océans. En tant que photographe, Thiện Nguyễn a rapidement récolté de nombreux succès. Il est l'un des photographes les plus accomplis et souvent le seul Vietnamien à être honoré lors de concours internationaux. De l'Asie du Sud-Est à l'Afrique de l'Est et plus récemment en Antarctique, le photographe fascine le public par des images capturant la beauté mystérieuse de l'océan. Bonjour Thiện Nguyễn. Pour ceux qui aiment la photographie océanique, Thiện Nguyễn est un nom assez connu. Qu'est-ce qui vous a motivé à partir en Antarctique, une terre considérée comme l'endroit le plus éloigné où les humains puissent mettre le pied? L'Antarctique figurait toujours sur ma liste de choses à faire, l'une des terres que je souhaitais visiter et expérimenter une fois dans ma vie. Travailler en Antarctique est un grand défi. Surmonter des conditions difficiles pour prendre des photos impressionnantes dans un lieu appelé la fin du monde est un exploit pour tout photographe. J'avais prévu à l'avance un si long voyage. Au cours de mon voyage, j'ai eu la chance de rejoindre les équipes de tournage des documentaires pour le National Geographic et de la BBC. Personnellement, je suis très impressionné par vos photos et vidéos sur la vie sauvage et la nature majestueuse de l'Antarctique. Quelles expériences avez-vous eues lors de ce voyage? Oui, j'ai vécu à la fois de fortes émotions et des défis, être à bord d'un navire d'expédition pendant un mois pour explorer l'Antarctique, me réveiller chaque matin entouré par le vaste océan.
cela m'a procuré un véritable sentiment de liberté et d'aventure. Bien sûr, il y avait des moments difficiles, une peur invisible, par exemple, chaque soir, quand je me couchais, j'entendais encore le bruit des icebergs frappant la paroi du navire. Lorsque le navire traverse une mer agitée, vous vous sentez isolé au milieu de l'océan. L'une de mes expériences mémorables a été la visite de l'île de Géorgie du Sud, une île spéciale connue sous le nom de paradis polaire. C'est le seul endroit sur la planète où l'on peut admirer et photographier des millions de manchots royaux. Une scène que je n'avais vue que dans les programmes de Nat Geo ou de Discovery Channel. De plus, au cours de ce voyage, j'ai également eu la chance de rencontrer l'iceberg A23, le plus grand iceberg du monde, 3 fois plus grand que la superficie de New York. Cet iceberg s'est séparé du continent antarctique fin 2023. Mon navire a eu la chance de passer par là. C'était pour moi des expériences intéressantes, non seulement de beaux souvenirs, mais aussi des leçons précieuses sur l'harmonie avec la nature et la profonde compréhension de la faune de notre planète. Récemment, en plus de voyager dans des mers lointaines, avez-vous réalisé des collections de photos au Vietnam? Plus récemment, j'ai collaboré avec le magazine Héritage pour réaliser une chronique sur le réseau de parcs nationaux marins au Vietnam. J'ai voulu faire découvrir au public la beauté de la mer, comme les récifs coralliens, les herbiers marins ou les forêts de mangroves. À cela s'ajoutent des écosystèmes marins extrêmement diversifiés et riches. Actuellement, la pollution marine constitue une grande préoccupation partout dans le monde, et pas seulement au Vietnam. Réalisez-vous cette situation? La pollution marine croissante est un problème mondial, ayant de graves conséquences tant sur la nature que sur les humains. Un jour, j'ai pris une photo d'un poisson-ballon dans les eaux de Nam du Juan avec un gobelet en plastique, et cette photo a également remporté plusieurs prix internationaux. Être témoin de cette situation m'a apporté beaucoup d'émotions et de pensées. Prendre des photos ou vidéos est pour moi une manière de contribuer à sensibiliser les gens à la protection des écosystèmes marins et des espèces menacées. Merci de cet entretien. Je vous souhaite que vous continuiez à transmettre votre amour de la nature et des îles à ceux qui aiment l'art de la photographie. En fin de journal, voyons tout de suite les prévisions météo. Les informations sur la météo ont clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à la prochaine.